Des affaires de dopage, des décisions de juges qui ont littéralement changé l'UFC pour toujours, ou même des embrouilles entre les orgas et les combattants. Oui, en soi, le MMA c'est un sport qui est relativement jeune, mais sur les 15-20 dernières années, on a déjà eu des histoires qui ont vraiment changé l'histoire du MMA pour toujours. Et donc aujourd'hui, on revient sur ces affaires très controversées qui ont vraiment changé ta manière de regarder le MMA et l'UFC pour toujours. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Et plus tard, on parlera donc de ces décisions de juges qui ont vraiment changé beaucoup de choses. Et une des raisons pour lesquelles ces décisions énervent la moitié des fans, c'est que pour beaucoup, ça ruine leur combiné. Et ça fait une petite transition parfaite pour les partenaires officiels de cette vidéo, Winamax. Pour les frérots betteurs dans le foot qui connaissent très bien Winamax, et depuis quelques années, l'UFC devient de plus en plus mainstream, et donc beaucoup plus de gens se penchent dessus. Et justement sur le site Winamax, votre premier dépôt, il peut être doublé jusqu'à 100 € de paris gratuits direct, plus 10 € en cash, et tout ça, c'est avec notre code MMA10. Avec l'UFC 313 qui arrive dans à peine une semaine, où Alex Pereira va devoir relever le défi pour la première fois de résister à un vrai lutteur, ou même cette semaine, le retour de William Gomis, le Jaguar, qui petit à petit est en train de se faire une grosse place à l'UFC, et en plus par favori cette semaine, il y a pas mal de grosses décisions à prendre. Mais bien sûr les frérots, n'oubliez pas que les jeux d'argent, il faut être majeur, il faut aussi faire très attention au risque d'endettement, de perte d'argent, d'addiction, etc. Donc si vous jouez ce week-end, le week-end prochain ou peu importe, faites très attention à vous. Bon, le dopage, c'est le gros sujet qui a toujours fait parler dans la MMA et qui fait même toujours parler maintenant. Si on prend Jon Jones par exemple, on le cite souvent comme le meilleur, le GOAT, mais il a connu pas mal de galères avec les tests. Avant l'UFC 200 par exemple, qui était un événement extraordinaire, il a été testé positif pour du clomifène et du létrozole, deux produits anti-estrogéniques qui aident à contrer les effets secondaires des stéroïdes. En gros, ces médocs servent à booster la prise de muscle sans se retrouver avec des effets indésirables comme la gynécomastie. Et c'est même pas le pire dans cette affaire pour Jon Jones. Parce que plus tard, il a aussi été contrôlé positif pour du turinabol, un stéroïde anabolisant qui aide la force et la récupération. Et même si on lui a donné le droit à une suspension d'1 an, parce que l'expertise a prouvé qu'il avait pas vraiment voulu tricher et qu'en réalité, on a trouvé que des picogrammes, ça a quand même jeté le doute sur la carrière la plus impressionnante de l'histoire du MMA. Tell me, why are we still having this guy here instead of seeing a 2-year suspension like Frank Mir? Why are we still what? What's the question? Hold on. Someone hold on. Hold on. Sit down. His body. Yeah, that's been the topic of That's this why I'm entire. asking him. Yeah, Have you been listening? I told you, like I told Ariel, talk to Jeff Nowitzki about that. If you want to know the science of what's going on, talk to him. Mais c'est pas le seul GOAT qui s'est retrouvé dans des problèmes de dopage. Anderson Silva, par exemple, a connu une situation un peu similaire. Il a lui aussi eu des soucis avant son combat contre Nick Diaz à l'UFC 183. On lui a trouvé des traces de drostanolone et d'androstane, des produits qui boostent la force et aident à récupérer plus vite. Silva a toujours dit que c'était à cause des suppléments contaminés, mais ça a quand même sérieusement entaché son image. En gros, ce qu'on comprend, c'est que ces affaires de dopage montrent bien que même les plus grands, souvent, peuvent se retrouver dans la mouise à cause des produits interdits, et que le système antidopage, lui, doit toujours être amélioré pour éviter les zones d'ombre. Ça a été longtemps le cas à l'UFC, avec toutes les histoires du SADA, des tests à 4 h du matin, et d'autres qui vont se faire tester une fois tous les 3-4 mois, ou des Conor McGregor à qui on a vraiment réadapté les règles pour qu'ils puissent combattre, vu qu'ils font beaucoup d'argent. Je t'ai dit qu'on allait en parler, et oui, c'est peut-être le plus gros problème du MMA et de l'UFC, les décisions des juges qui ruinent absolument tout, même dans des événements incroyables. Un des exemples emblématiques à l'UFC, c'est le combat entre Georges Saint-Pierre et Johnny Hendricks à l'UFC 167. Dès le premier round, Hendricks semblait imposer son rythme avec des frappes bien senties. Beaucoup de gens, et même certains gros journalistes, pensaient qu'il avait clairement réalisé le upset de l'année et gagné ce round. Mais là, surprise absolue,
absolue, deux juges donnent le round à JSP, qui au fur et à mesure du combat va capitaliser sur son avantage en grappling, surtout dans les rounds qui vont suivre, et finit par remporter le combat par décision partagée. La décision va choquer absolument tout le monde, va énerver beaucoup de fans, mais surtout va vraiment énerver Dana White, qui va péter un câble après le combat. Does anybody here think that Johnny Hendricks didn't win the fight? I'm blown away that George St. Pierre won that fight. And listen, I'm a promoter. He's the biggest pay-per-view star on the planet for me. And I still don't think he won that fight. À l'époque, ça a bien montré à quel point le système de notation dans le MMA peut être hyper subjectif et très flou et laisser place à des polémiques inimaginables. Mais tu t'en doutes bien, c'est pas le seul exemple de décisions de juges qui ont tout ruiné. Bref, que ce soit à l'époque ou maintenant, on se retrouve à revoir des rounds encore et encore et à se demander si ce système ne devrait pas être repensé pour être plus transparent et beaucoup plus juste. These judges need to answer for these things. They don't. They need to be questioned. They are not. They need to be put in timeout. They are not. We keep recycling the same old, out-of-touch old judges who have conflicts up the wazoo to get these dinosaurs who have conflicts and friendships and rivalries and enemies with fighters, active fighters, out of the sport because that is a black... À chaque début d'événement, on essaye de reclarifier comment va se passer le scoring et qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que les phases de lutte offensive, est-ce que les phases de striking offensive sont plus importantes? Mais au final, à chaque événement, on va toujours se retrouver avec un ou deux combats où on va plutôt pencher pour l'un ou l'autre sans avoir vraiment de réponse claire. Look at Dana's on Dominic's side. Fuck this, bro. There's no fucking way. Oh my god. Peu importe l'organisation, les combattants ont souvent des égos énormes. Et que ça soit maintenant ou dans le début de l'histoire du MMA, on a toujours eu des conflits énormes entre les combattants et les orgas. Forcément, on est aux États-Unis. Le MMA, c'est aussi et surtout un énorme business. Prends l'exemple de Randy Couture, par exemple, une vraie légende qui a jamais mâché ses mots. Il a été un des premiers à ouvertement critiquer l'UFC pour son manque de transparence sur les contrats, la pression énorme qu'ils exercent sur les combattants et les énormes inégalités salariales entre ce que eux rapportaient comme bénéfices et leur redistribution pour les combattants. If there's fighters that aren't happy with the way they're being paid or the way they're being traded or these restrictive contracts and the lack of transparency in our sport, I mean that's what we're dealing with. They don't want to talk about that stuff. They don't want. That's kind of a black eye for them in the public realm, and a lot of fight fans don't even know some of that stuff goes on behind the scenes. Now the ones that are really savvy and have tuned in, they know what's going on, but there's a whole bunch of... Pour Randy Couture, ça a été un des premiers à parler surtout de cet aspect business et de mettre la lumière sur ces inégalités-là. Mais récemment, on a eu une autre affaire qui, elle, pour le coup, est allée beaucoup plus loin. Celle de monsieur Francis Ngannou, qui a également pointé du doigt des négociations contractuelles injustes. So you get none of the benefits and all of the shit. Yeah, the reason is because fighter doesn't have anybody to speak for them. They don't have a union? Not even a union. They are in the board meeting of a company. They think for the benefit of a company. They don't even intend to hurt fighter, but he ends up hurting fighter. Malgré ses performances impressionnantes, Francis Ngannou était juste littéralement le mec le plus terrifiant au monde sur son run à l'UFC, et il s'est toujours plaint de pas être payé à la hauteur de son talent. Les interviews avec Ariel Helwani, les problèmes de contrat, la signature au PFL, les embrouilles avec Dana White, Francis Ngannou a vraiment mis la lumière sur ces problèmes entre les orgas et les combattants. Trust me, I don't think about Francis that much, and they got to keep paying this guy for however long, and good for him. Not good for them. Et au final, ces conflits montrent qu'il y a encore un boulot énorme pour améliorer les relations entre les orgas et les athlètes. Les combattants veulent être reconnus pour leur talent, ne pas être considérés comme des contracteurs indépendants et être payés et être traités comme des salariés, et tout simplement pas avoir l'impression d'être exploités dans un système où ils sont juste là pour faire tourner le business et faire de l'argent. Guys deserve to have a say in the matter. You deserve, just like football players and hockey players and baseball players and basketball players, to collectively bargain the terms. Tu vois donc que, mis bout à bout, ces affaires sont vraiment les problèmes principaux que tu peux retrouver encore aujourd'hui à l'UFC et dans les MMA en général. On l'a vu récemment avec tous les procès qui ont suivi l'UFC. So usually companies would settle for whatever, 2 billion, 3 billion, so they don't get exposed for the 5 billion. But these fighters aren't doing it for that reason. No. Yeah, it's so it's going to go to court and they're going to win.
Mais petit à petit, il va falloir qu'il y ait des changements dans ce sport pour que l'UFC et le MMA en général continuent de grimper et puissent devenir le plus mainstream possible. Et pas prendre la trajectoire de la boxe anglaise qui s'est vraiment cassé la gueule pendant très longtemps avant d'être réanimée très récemment par les Saoudiens. Et bien sûr, n'hésite pas à nous dire en commentaire quelles affaires t'as le plus marqué toi, qu'est-ce qui t'a fait un petit peu changer ta manière de regarder l'UFC et le MMA en général. Tu nous dis ça en commentaire. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de mettre la cloche, etc. Beaucoup de contenu très lourd arrive sur MMA Arena. Et donc on se dit à très bientôt.